On l'a vu dans de précédentes séquences, le désengagement des collaborateurs est important. Certains d'ailleurs nous parlent même d'une société de défiance. C'est sur ce terreau qu'est née une expression: il faut absolument remettre l'homme au cœur de l'entreprise. En vérité, pour parler d'engagement, c'est peut-être même l'inverse qu'il faudra dire, c'est-à-dire finalement comment remettre l'entreprise dans le cœur des hommes. Le phénomène du désengagement nous renvoie au thème de la motivation des personnes. C'est un thème qui est extrêmement vaste et nous ne l'aborderons pas dans tous ses détails. En revanche, nous allons essayer dans cette première partie de comprendre comment les salariés, qui finalement sont des citoyens comme vous et moi, qui ne laissent pas leurs soucis à la porte de l'entreprise quand ils arrivent, créent finalement une sorte de terreau pathogène et anxiogène qui est amplifié par un certain nombre de caractéristiques organisationnelles et managériales que nous développerons ultérieurement. Un sondage IFOP en 2011 révélait que les salariés, en très grande majorité, estime que la société, c'est-à-dire l'entreprise, doit rendre des comptes à la société civile avant d'en rendre à ses actionnaires. Il ne convient pas ici de se demander s'ils ont tort ou raison, mais simplement de noter qu'il y a objectivement un décalage qui s'est instauré entre, d'une part, ce que les salariés estiment comme devant être la finalité d'une entreprise, et d'autre part, la réalité à laquelle ils sont confrontés pour la plupart d'entre eux dans leur vie de tous les jours. C'est-à-dire, depuis la financiarisation des entreprises, une sorte d'allégeance au propriétaire, à l'actionnaire, dont la satisfaction des besoins serait devenue la seule finalité de l'entreprise. La réalité qu'observent et vivent de nombreux salariés au quotidien n'est ainsi pas conforme à l'idée qu'ils se font de ce que devrait être la finalité d'une entreprise. S'installe alors ce que l'on pourrait considérer comme une forme de dissonance cognitive, en l'occurrence un décalage entre ce que l'on croit et ce que l'on vit. Ce phénomène de dissonance sur le but que devrait poursuivre une entreprise est clairement amplifié, accentué, par le fait qu'en réduisant l'autonomie individuelle, les modes d'organisation en silo et ultra-processés conduisent à ce que les collaborateurs ne trouvent plus sens à ce qu'ils font. Ils éprouvent en quelque sorte une dissonance entre l'idée qu'ils se font de ce que devrait être une entreprise, c'est-à-dire une perspective collective à laquelle ils adhèrent, dans laquelle ils peuvent bénéficier d'une certaine autonomie, et la réalité qu'ils observent, à savoir un projet collectif subordonné à la satisfaction des intérêts de court terme de l'actionnaire et qu'ils assimilent à une perte de sens et une réduction de leur autonomie. Le deuxième facteur est une conséquence de la mondialisation et de ce que la crise a révélé brutalement aux yeux des Français, par exemple, notamment la prise de conscience de notre déficit de compétitivité. Ce déficit est d'ailleurs cité comme la première faiblesse économique de la France dans le rapport du Centre d'observation économique et de recherche pour l'expansion de l'économie et le développement des entreprises en 2012 et 2013. Tous les jours, ou presque, on nous rappelle à quel point les Français sont pessimistes. Les Français, qui ne sont certainement pas les plus à plaindre au monde, sont en substance convaincus que les dés sont jetés à l'avance dans cette hyper-compétition, alors que la France a de formidables atouts. Dans l'entreprise s'ajoutent à cela les injonctions contradictoires qui sont issues de processus en silo, dans des organisations qui ne coopèrent plus, et on a l'impression d'un orgue où chacun joue de son tuyau sans que personne ne joue la même partition. Alors les collaborateurs se disent que les efforts qu'ils font sont nécessairement voués à l'échec et ils développent alors un sentiment d'impuissance. Le troisième et dernier facteur, c'est la réalité de notre société de consommation qui conduit à ce que les attentes individuelles et collectives soient de plus en plus difficiles à satisfaire. Le fruit d'une société hédoniste, hyper-individualiste, dans laquelle finalement le bien-être est considéré comme un dû avant même que d'être, alors que dans d'autres sociétés, être est déjà une chance. Si on regarde l'indice de Gini en France, qui traduit les inégalités de revenus, il n'a cessé de baisser de 1970 à 2000. Mais depuis 2000, il n'a cessé de croître, et c'est cette dynamique récente qui marque les esprits. D'ailleurs, en 2010, on retrouve le même niveau qu'à la fin des années 70. Alors se développe le sentiment, dans la société civile, que les efforts qu'il faut faire ne seront pas récompensés en retour. En entreprise, ce sentiment est amplifié pour deux raisons. La première, c'est qu'une grande part de la rémunération individuelle repose sur des objectifs dont on a vu qu'ils sont parfois contradictoires et que ceux qui passent outre et essayent quand même de privilégier l'intérêt du bien commun le font au détriment de leurs récompenses financières. Et en plus, personne ne leur dit merci tant on a abandonné le champ de la reconnaissance. Tout ceci nourrit un sentiment de non-reconnaissance, voire d'injustice quand on est exposé aux dérives d'une minorité. Ces trois sentiments, la dissonance entre l'idée que l'on se fait de ce que devrait être la finalité d'une entreprise et la réalité qu'on observe, le sentiment d'impuissance quant au change d'y arriver, quand bien même n'adhère-t-on pas à ce but, et le sentiment d'injustice au regard des récompenses financières et morales qu'on retirera des efforts que l'on fait, eh bien ces trois sentiments sont unanimement reconnus comme des sources de stress. Une dissonance cognitive, qui est le résultat d'un conflit entre la représentation que le salarié se fait de la finalité de l'entreprise et de son travail et la réalité qu'il observe. Ce sentiment est d'ailleurs d'autant plus lourd de conséquences qu'il s'y est investi fortement.
Un sentiment d'impuissance qui résulte d'une autonomie qui se réduit, l'attitude décisionnelle, alors que la charge, la complexité et l'intensité des problèmes à résoudre ne cessent de croître, la demande psychologique. Et un sentiment enfin de non-reconnaissance, voire d'injustice, qui provient d'un rapport entre l'effort et la récompense, qui est jugé déséquilibré, et ce notamment parce que les efforts produits pour compenser les carences de l'organisation donnent l'impression à certains d'être systématiquement ignorés. On l'a vu au travers de cette rapide analyse, se développe dans la société civile une sorte de terreau anxiogène qui contribue au désengagement des collaborateurs. Ce désengagement est amplifié par la réalité de nos pratiques organisationnelles et managériales qui sont en grande partie inadaptées à ce que vivent les salariés au quotidien. Or, si leur désengagement est important, celui-ci est vital pour les transformations dont nos entreprises ont besoin. Alors c'est ce que nous verrons dans la séquence suivante. Quelles sont les solutions qu'on peut essayer de mettre en œuvre pour renouveler l'engagement des collaborateurs ?